Liste républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire. Ici, Albert Jacquard confère à l'éducation une finalité presque métaphysique, autour d'un triptyque qui a pour pivot l'orientation de l'individu. Car ce qui octroie du sens à l'éducation, par-delà l'apprentissage des savoirs ou de la connaissance, c'est bien l'orientation que nous lui donnons. Selon nos appétences, selon nos aptitudes personnelles, c'est elle qui détermine en partie les débouchés professionnels auxquels nous pouvons aspirer et qui ajustent notre rôle et notre identité sociale. Alors oui, une orientation réussie est aussi gage de réussite. Deux termes qui figurent dans l'intitulé de votre projet de loi, Madame la Ministre. Cette orientation peut être évolutive dans le temps, et cela fait d'ailleurs écho à la notion de formation tout au long de la vie. Mais il est évident que la période cardinale, la période charnière, est bien celle entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et c'est à ce moment précis, pour paraphraser Albert Jacquard, qu'une vie encore invisible se découvre, que nous l'orientons, sans bien en mesurer parfois d'ailleurs les conséquences, mais que nous commençons à construire un futur qui apparaît peut-être pour l'individu encore évanescent. Alors oui, l'orientation est la clé de voûte de l'ensemble du système éducatif et doit faire l'objet non seulement d'une attention, mais également d'un investissement réel, continu, massif des pouvoirs publics. Je le répète, éduquer sans permettre à chacun de bien s'orienter n'a pas de sens. Dès lors, tout l'enjeu de ce projet de loi est de savoir s'il assure les conditions d'une meilleure orientation et réussite des étudiants comme il le prétend. Premièrement, il est d'abord une réponse conjoncturelle et non structurelle aux défaillances, on le sait, qui ont émaillé progressivement le fonctionnement de la plateforme APB et qui ont été dénoncées par la CNIL. APB n'était ni mauvaise ni bonne en soi, elle est simplement devenue inadaptée au regard de la démographie étudiante. À cet égard, je crois qu'il convient de porter un regard positif sur cette massification de l'enseignement supérieur. Dans certaines expressions, j'entends qu'il a parfois tendance à présenter cela comme un problème. Certes, elle soulève des questions fonctionnelles, organisationnelles, mais n'oublions jamais qu'elle est une chance prodigieuse. En premier lieu, elle est une chance pour l'étudiant. Alors que l'après-guerre, peu de jeunes poursuivaient leurs études dans le supérieur, désormais plus de 80% des bacheliers s'inscrivent dans une formation. Il s'agit d'une opportunité manifeste pour eux d'élever un niveau de qualification, de se spécialiser dans la filière de leur choix et aussi de consolider un esprit critique. Par ailleurs, il s'agit aussi d'une chance pour notre pays. Les étudiants d'aujourd'hui sont devenus notre avenir commun. Ils constituent la force, la vitalité et la capacité créatrice future à répondre aux défis auxquels nous devons faire face. Tous les travaux, qu'ils aient été menés par des économistes, des chercheurs en sciences sociales, démontrent que plus les individus ont un haut niveau de qualification, mieux une société se porte, mieux elle se développe, mieux elle innove. Néanmoins, si nous pouvons que nous réjouir de cette massification de l'enseignement supérieur qui traduit une réussite de notre politique publique éducative, force est de constater qu'elle ne s'est nullement conjuguée malheureusement à une démocratisation de la réussite. Je ne vais pas rappeler là tous les chiffres sur les taux d'échec en licence, je souhaiterais simplement vous faire part d'une statistique. Seulement 7% des bacheliers technologiques, seulement 2% des bacheliers professionnels obtiennent une licence en 3 ans. C'est politiquement inacceptable, c'est socialement injuste et c'est très inefficace d'un point de vue éducatif. Alors que signifient concrètement ces chiffres ? Qu'il n'est plus possible de garantir uniquement l'accès de tous les bacheliers aux études supérieures sans se préoccuper une seule seconde de leurs chances de réussir. Agir ainsi, c'est ouvrir un accès qui mène à une impasse. L'enseignement supérieur ne doit pas être une jungle réglementée par la loi, non pas du plus fort, mais du mieux préparé, du mieux informé. Il est donc essentiel de réfléchir, oui, aux modalités propices à la réussite de chaque étudiant, ce qui sous-entend de s'adapter à son parcours et de prendre en considération ses désirs d'études supérieures. J'aimerais mettre en lumière, à ce moment-là de mon propos, ce qui ne doit en aucun cas être remis en cause. Ce sont bien les étudiants qui choisissent leur formation et non pas les universités qui choisissent leurs étudiants. Concevoir un tel projet ou même laisser se diffuser une ambiguïté en la matière,
c'est clairement renoncer à la promesse républicaine, c'est clairement renoncer à la visée émancipatrice inhérente à l'éducation. Afin de favoriser la réussite de chaque étudiant, il se révèle donc vital de l'aider à s'orienter, ce qui implique de l'accompagner. En ce sens, nous ne pouvons qu'approuver les dispositifs d'accompagnement et le parcours personnalisé que mettront en place les universités. En revanche, nous proposerons des amendements pour mieux les valoriser et pour s'assurer que leur mise en œuvre fasse vraiment l'objet d'un dialogue entre l'étudiant et l'établissement, le directeur des études. C'est une condition de la réussite de ces dispositifs, mais surtout celle de l'étudiant. Pour autant, 2 réserves majeures brident un peu notre enthousiasme, Madame la Ministre. Tout d'abord, s'adapter au parcours de l'étudiant, établir des modules d'accompagnement requiert des moyens financiers et humains importants. Or, nous en avions discuté lors du projet de loi de finances pour 2018. L'effort financier du gouvernement est insuffisant. Certes, il y a le milliard promis sur la durée du quinquennat. Certes, vous avez débloqué, nous le savons, un certain nombre de ressources dès la rentrée pour certaines universités. Mais la démographie étudiante va continuer à croître à moyen terme. Et il faudra vraiment des moyens à hauteur de l'ambition affichée. Alors bien sûr, il y a la question des moyens, mais il y a également la question de la temporalité pour mettre en œuvre la réforme. Encore une fois, nous comprenons l'urgence de la rentrée. Mais pourquoi ne pas avoir procédé par étapes? Cela aurait au moins évité la précipitation qui mette vraiment certaines universités dans la difficulté. D'autre part, nous avons l'impression qui semble partagée sur de nombreux bancs de cet hémicycle, à naviguer un peu à contre-courant. Récemment, un rapport sur la réforme du baccalauréat a été remis à votre collègue de l'Éducation nationale. Ce dernier va au-delà de la dite réforme. C'est une refonte complète du lycée qui va être proposée et qui va dans une direction singulière, parfaitement identifiée, on le verra, amener l'étudiant à penser, dès la seconde, à son projet d'études supérieures et à l'accompagner dans son orientation en lui donnant toutes les cartes en main. Alors oui, si la priorité est effectivement une politique d'orientation qui gomme notamment les déterminismes ou prévient les phénomènes d'autocensure, alors il aurait été intéressant d'avoir un projet transversal, global, établissant un continuum entre la seconde et même la première année de l'université. Ça aurait permis d'avoir une vue d'ensemble qui aurait permis également, du coup, d'instaurer une véritable politique d'orientation unifiée du secondaire à l'université. En réalité, à l'inverse de ce qui est inscrit dans l'intitulé, finalement, de ce projet de loi, je crois que nous sommes plutôt dans une logique d'affectation et non pas d'orientation. Certes, Parcoursup est déjà actif. Je ne vais pas revenir sur nos débats de tout à l'heure alors que nous sommes en train de légiférer. Il comprend des informations sur les différentes formations. Il explicite des attendus. L'information n'est pas synonyme d'orientation. Toutefois, au-delà du cadrage national, et c'est heureux, qui est mentionné dans le texte, il est indispensable de prévoir que les attendus spécifiques ne peuvent être institués que dans la stricte mesure où ils apparaissent justifiés au regard des caractéristiques de la formation. Car si certains établissements contournent ce principe, non seulement la réforme est dévoyée, mais cela va accentuer encore la concurrence entre les universités et faire en sorte qu'il s'instaure un système à plusieurs vitesses. En l'état, la logique d'affectation que j'évoquais précédemment est particulièrement prégnante dans le cadre de la procédure du dernier recours. Vous savez, ce fameux « en attente ». Et là, Madame la Ministre, la politique d'orientation commande de tout faire pour trouver une formation qui convienne à l'étudiant qui n'aurait eu aucune affectation. Nous savons que les recteurs sont particulièrement attachés sur ce principe. Nous ne pouvons accepter qu'un étudiant qui a eu le baccalauréat, qui a exprimé le souhait de continuer ses études, puisse se retrouver sur le bord de la route par manque de place à l'université. Car la régulation des flux, intrinsèque à la logique d'affectation qui régit ce projet de loi, ne prime aucunement sur le droit à la poursuite des études supérieures. J'insiste, tout étudiant a le droit de poursuivre des études supérieures. Aucune considération, encore moins matérielle, ne peut l'en priver, car souscrire à une telle dérive, c'est régresser. Alors, il doit être accessible à tous et contraindre les étudiants. Il doit être donc accessible à tous et contraindre aucun étudiant à renoncer. Le recteur, et nous renforcerons le rôle du recteur, est et doit rester garant de l'équilibre du système. Vous l'aurez compris, nous sommes fondamentalement opposés à toute idée de sélection intentionnelle à l'université, qu'elle soit sauvage, en laissant les étudiants sur le bas-côté, qu'elle soit institutionnelle ou qu'elle soit déguisée. Ce que nous voulons, c'est une orientation et un accompagnement réussi du lycée au supérieur, précisément au nom de l'intérêt de l'étudiant. Oui,
C'est cette valeur qui doit guider toute politique publique éducative. C'est cette valeur qui doit inspirer toute réforme de l'enseignement supérieur ou du secondaire. Merci, mes chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants. 3 minutes, chers collègues.